Cher Monsieur le Ministre, cher public, bonsoir à tous et bienvenue à ce nouvel événement organisé par Dauphine Discussion Débat. Tout d'abord, je voudrais vous remercier au nom de notre association d'avoir accepté d'être là avec nous ce soir. Monsieur Chevènement, il est d'usage à DDD de procéder à une présentation de notre invité afin de cerner son parcours, ses faits d'armes et ses idées. Nous ne dérogerons pas à la règle aujourd'hui et vous aurez tout le loisir de réagir à ce portrait. Fils de 2 parents instituteurs, vous êtes né le 9 mars 1939 à Belfort, commune dont vous deviendrez le maire quelques années plus tard en 1983, témoignant de votre dévouement à votre patrie que l'on vous reconnaîtra durant l'ensemble de votre carrière politique. Vous entamez d'ailleurs celle-ci par de brillantes études, sortant diplômé de Sciences Po Paris en 1960, puis de l'École nationale d'administration en 1965. Dans votre promotion, vous côtoyez M. Lionel Jospin, que vous retrouverez sur votre route un peu plus tard. Jusqu'ici, votre parcours n'a rien de singulier et semble se plier aux attentes de la classe politique. Vous remettrez vous-même en question la propension de l'ENA à formater les esprits et les idées dans votre livre « L'énarchie ou les mandarins de la société bourgeoise ». Vous dites lors de sa parution, en fait, l'ENA, c'est 2 concours. Un concours d'entrée et un concours de sortie, il faut les réussir. Mais entre les deux, ce n'est rien. Se révèle ainsi le regard réformateur que vous portez sur le système politique en place et qui caractérisera l'ensemble de votre carrière. En effet, vous démarrez celle-ci en tant que conseiller commercial au ministère de l'économie et des finances à partir de 1965. Vous devenez membre de la SFIO en 1964 et vous exprimez rapidement votre envie d'inscrire le socialisme dans une dynamique novatrice afin d'en dépoussiérer l'image. Dans cet esprit, vous apportez votre soutien à François Mitterrand et contribuez à la fondation du Parti socialiste en 1971, mais aussi à son unité. Unité qui est aujourd'hui grandement remise en question. Nous aborderons ce sujet un peu plus tard. Après une longue période au PS, vous finissez par ne plus adhérer au parti que vous avez créé. Profondément antilibéral, vous tentez de donner une nouvelle dimension au parti politique. Loin des clivages de gauche-droite. Emmanuel Macron serait-il votre héritier libéral? Vous fondez alors le mouvement des citoyens devenu le mouvement républicain et citoyen en 2003. Vous êtes élu député sans discontinuité, de 1973 à 1981. Se multiplient alors vos mandats de ministre d'État en passant par la recherche et la technologie entre 81 et 83. Vous êtes ensuite nommé ministre de l'Éducation nationale du gouvernement Fabius en 1984. Vous vous engagez dans une lutte acharnée contre l'immobilité sociale et militez pour la réhabilitation de l'élitisme républicain. Une lutte dont nombre d'hommes et de femmes s'inspireront et qui est aujourd'hui au cœur du débat présidentiel. Vous ne vous arrêtez pas en si bon chemin en faisant les beaux jours de la place Beauvau et de la Défense. La pluralité de vos expériences et votre intégrité forgent votre légende. Cependant, cette présentation, Monsieur le Ministre, ne serait exhaustive si je n'évoquais pas ces mots qui ont rendu vos mandats légendaires. Un ministre, soit ça démissionne, soit ça ferme sa gueule. Dauphine Débat prend le contre-pied de cette tradition ce soir et vous pouvez vous sentir libre de nous confier vos revendications auxquelles je suis sûre les Dauphinois seront attentifs et réceptifs. Avant d'éviter les controverses, laissez-moi replacer cette phrase dans son contexte. Vous l'avez prononcée lors d'un conseil des ministres en 1983, après lequel vous démissionnez de votre poste de ministre de la Recherche et de l'Industrie pour vous opposer au tournant libéral engagé par le Parti socialiste. En plus de les avoir prononcés, vous les avez appliqués à la règle. Vous démissionnez de nouveau, toujours fidèle à vous-même, en 1991, refusant l'intervention militaire française en Irak. Puis de nouveau, en 2000, par rejet de la politique menée par le Premier ministre en Corse. Cette phrase trouve en réalité son écho dans votre conception de la politique, à laquelle vous êtes resté fidèle. Une politique qui, selon vous, ne se séparerait pas du combat des idées. À chaque combat, ses embûches et ses difficultés. En effet, malgré de graves problèmes de santé en l'année 1998, vous reprenez votre poste de ministre de l'Intérieur 4 mois plus tard. Vous vous dites vous-même « Etiam mortuus redeo », même mort, je reviens. Vous vous présenterez même aux élections présidentielles en 2002, puis en 2012, où vous déciderez de quitter la course présidentielle pour vous ranger aux côtés de François Hollande. C'est par votre engagement et vos convictions que vous avez su marquer à tout jamais le paysage politique, qui est aujourd'hui le cœur du projet associatif que nous portons. Vous avez affirmé dans une interview accordée à France 3 que vous vouliez continuer à vous exprimer sur votre vision de la politique française. Votre présence prend donc ici tout son sens.
À 40 jours du début des élections présidentielles, de nombreuses personnalités se réclament de vous et de tous bords. Je pense notamment à Nicolas Dupont-Aignan ou à Florian Philippot. Vous aurez l'occasion d'exprimer votre sentiment à ce sujet avec mes camarades. Encore tant de choses à dire sur un homme qui a laissé derrière lui une carrière politique de presque 50 ans, et aucune présentation, aussi synthétique qu'elle soit, ne pourrait dresser un tableau exhaustif de votre personnage. À Dauphine, pas besoin de démissionner pour pouvoir s'exprimer. Je vous laisse désormais la parole, ainsi qu'à nos deux débatteurs, Lucas Dour et Emma Ferrari. Je vous remercie de votre attention et bon débat à tous. Oui, alors je ne vais pas reprendre le propos qui vient d'être tenu, qui est assez remarquablement exact par rapport à tout ce qu'on peut lire en général. Je voudrais simplement que vous ne reteniez pas de moi que je suis un spécialiste des démissions. J'aurais pu démissionner 1000 fois, parce que quand on n'est pas d'accord, on a toujours envie de démissionner, ou en tout cas de marquer son opposition. Mais quand on est au gouvernement, on doit forcément accepter des compromis et par conséquent avaler des couleuvres. Mais il y en a certaines qu'on ne doit pas avaler parce que l'essentiel est en jeu. Et je pense que mes démissions ont été sur des terrains qui, à mes yeux en tout cas, le méritaient. En 1983, pour refuser l'accrochage aux marques et la politique du franc fort, de la monnaie forte, qui a conduit à la monnaie unique, avec les résultats qu'on peut voir. En tout cas, c'était, en tant que ministre de l'Industrie, le choix que j'ai fait, parce que j'étais pour le maintien d'une industrie forte, et je savais que, compte tenu des caractéristiques de notre économie, ce ne serait pas possible si on voulait absolument que le franc colle aux marques, c'est-à-dire la monnaie la plus surévaluée d'Europe, en tout cas celle qui s'appuyait, elle, sur un tissu d'entreprise très dense, qui par conséquent, dans la durée, allait nous mettre en difficulté. Deuxième terrain, ce fut la guerre du Golfe. Je ne l'épilogue pas, on voit le résultat aujourd'hui avec Daesh, qui est, je dirais, le résultat de cette politique, puisque, comme vous le savez, la première guerre du Golfe a été suivie d'une deuxième, et a abouti à la destruction de l'État irakien. Le troisième terrain était sans doute la Corse, mais plus généralement l'État, et la croyance que j'ai dans la nécessité d'un État républicain. Ça valait pour la Corse, ça valait dans bien d'autres domaines, par rapport à la justice par exemple. Je n'étais pas vraiment d'accord avec l'orientation de Mme Guigou et de Mme Jospin, qui était, je dirais, plus favorable que je ne l'étais à l'émergence d'un gouvernement des juges, comme on dirait aujourd'hui, et bien entendu l'Europe, car la Convention pour l'élaboration d'un traité constitutionnel européen, les bases en ont été jetées en 2000 très exactement par Jacques Chirac et Lionel Jospin, qui a mis à la tête de cette convention M. Giscard d'Estaing. Donc c'était pour moi aussi un sujet de profond désaccord. Mais les choses se sont cristallisées sur la Corse. Je pense que c'est sur ce sujet que j'ai décidé qu'il n'est pas possible pour moi d'incarner au ministère de l'Intérieur une politique qui serait à l'exact opposé de celle que j'avais incarnée pendant plus de 3 ans. Donc on ne peut pas faire une chose, puis son contraire. En tout cas, la crédibilité manque. Et naturellement, je n'étais pas seulement opposé à l'ouverture de négociations avec les indépendantistes, après qu'on ait renoncé au primat de l'abandon de la violence, enfin, c'est comme ça que les choses avaient été formulées. Je n'ai même pas démissionné à ce moment-là. J'ai démissionné 6 mois plus tard, quand il a été question de donner des attributions législatives à l'Assemblée de Corse. Mais retenez que le sujet d'ensemble était la question de l'État, où je dois dire que je n'ai jamais été vraiment en phase avec la plupart des leaders socialistes. Quant à François Hollande, je me suis retiré après qu'il y ait eu un accord entre le MRC et le PS,
et je me suis retiré en disant que je soutiendrais François Hollande les yeux ouverts. J'ai d'ailleurs voté contre la ratification du traité budgétaire européen dit TSCG en octobre de la même année, c'est-à-dire en 2012. Bon, voilà. Je ne veux pas épiloguer plus, mais j'aimerais que vous reteniez que plutôt qu'un spécialiste des démissions, j'ai mené un combat républicain, persévérant, face à des vents contraires. Enfin, on peut dire que toute cette période a été quand même marquée par la montée du néolibéralisme et plus loin maquillé aux couleurs de l'Europe et une certaine renonciation aux attributs de la souveraineté nationale. Je pense en particulier au traité de Maastricht, au lendemain duquel j'ai quitté le Parti socialiste. Donc voilà, ce n'était pas une rectification, parce que l'exposé que vous avez fait était parfaitement exact pour l'essentiel. Donc simplement c'est un éclairage que j'ai voulu vous donner en complément. On m'a demandé de traiter d'un thème pour commencer, pour essayer de lancer le débat. Ensuite je vous poserai toutes les questions que vous voudrez, bien entendu. On va parler de l'Europe, on va parler de l'islam de France, on va parler de péripéties de la campagne électorale, dont je vous dirai tout de suite qu'elle ne m'inspire guère, parce que le débat n'est pas porté, il n'y a pas de débat à l'occasion de cette campagne électorale. En tout cas, s'il existe, on ne l'entend guère. Donc je vais vous parler des caractéristiques de la période dans laquelle nous sommes, et j'ai choisi de traiter un thème qui est la fin de la mondialisation ou l'avenir de la mondialisation. Plutôt l'avenir de la mondialisation, parce que j'aurais en quelque sorte anticipé si j'avais évoqué la fin de la mondialisation. Mais en fait, vous remarquez que le commerce international, qui croissait 2 fois plus vite que le PIB mondial, depuis 2008, ne croît plus qu'à moitié. C'est-à-dire quand le PIB mondial augmente de 3, eh bien le commerce international augmente de 1,5. Alors que dans la période antérieure, c'était le contraire. Si le PIB mondial augmentait de 3, le commerce international augmentait de 6. Et depuis 2008 aussi, les flux financiers ont été divisés par 6. Ce qui est évidemment tout à fait considérable. Alors, l'évolution de ces deux grandeurs, qui sont rarement mentionnées, qui pourtant sont caractéristiques de la période récente, enfin des 7 ou 8 dernières années, m'amène en effet à m'interroger sur le fait si nous sommes à la fin de la globalisation. Il y a eu un livre de François Langlais qui s'intitule ainsi « La fin de la mondialisation ». J'emploie plutôt le mot globalisation comme les Américains, parce que la mondialisation évoque surtout les flux commerciaux. La globalisation va beaucoup plus loin et elle met en avant l'interconnectivité ou l'interconnexion de l'économie globale et l'instantanéité des mouvements de capitaux qui peuvent se produire d'un bout à l'autre de la planète en l'espace de quelques microsecondes, hein, alors que bien évidemment les autres facteurs de production, notamment le travail, sont assignés au local. Donc la globalisation, c'est pas seulement le développement du commerce extérieur, c'est aussi le développement des flux financiers, des investissements, des délocalisations industrielles vers les pays à bas coût, vers d'autres pays qui présentent des caractéristiques attractives. Et c'est évidemment un système qui aboutit à la fragmentation de la chaîne de valeur. Au lieu que les produits soient fabriqués comme ils l'étaient jusque dans les années 70-80 dans un même pays, eh bien, ces produits sont fabriqués par segments dispersés entre la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la France, l'Allemagne, etc., etc. Donc nous arrivons à une situation qui
est très différente de celle que nous connaissions il y a 30 ou 40 ans. Et moi-même, je suis bien obligé d'en tenir compte dans mes analyses. Alors, y a-t-il une définition de la globalisation? Je vous livre celle de Alain Supiot, professeur au Collège de France. La globalisation, c'est la disparition des solidarités locales au profit d'un calcul d'optimisation effectué à l'échelle d'un marché global. Alors ça peut paraître un peu compliqué, calcul d'optimisation effectué à l'échelle d'un marché global, mais c'est bien le triomphe politiquement de Mme Thatcher et de M. Reagan qui l'a permis, mais économiquement, des théories qui étaient celles de l'école de Chicago. Vous connaissez certainement quelques-uns des grands noms, Friedrich von Hayek et surtout Milton Friedman, avec cette idée que le marché est le critère de l'efficacité, la croyance en l'efficience des marchés. C'est cette croyance qui a porté la dérégulation de l'économie pendant, on peut le dire, une bonne vingtaine d'années, peut-être même une trentaine d'années, dérégulation qui a quand même abouti à des crises systémiques. La première en 2000, la bulle Internet, la deuxième, beaucoup plus sérieuse, en 2008, la crise des subprimes. Mais si j'en restais à ce niveau, je vous laisserai à croire que la globalisation est seulement un phénomène économique. Or, ce n'est pas seulement un phénomène économique, c'est un phénomène global, si je puis dire, c'est-à-dire social, politique. C'est un choix qui est forcément celui de forces sociales puissantes. Mais c'est un choix qui va bien au-delà des modifications de la technologie, par exemple l'informatique, Internet, cette interconnexion instantanée que j'évoquais tout à l'heure. Ça va au-delà du conteneur et du porte-conteneur géant. C'est un choix politique et par conséquent c'est aussi un choix réversible, qui est réversible quand les sociétés n'acceptent plus, en raison des dégâts sociaux que cela entraîne, le choix de l'ouverture vers le grand large, la totale dérégulation, et manifeste une demande de protection qui met un terme en quelque sorte à cette ouverture, à cette dérégulation qui a caractérisé la période précédente. Si on voulait gratter encore plus loin et plus profond, on verrait que ces mouvements s'enracinent dans des réactions qui sont générationnelles. Par exemple, on pourrait dire que le libéralisme a été précédé par le courant des idées libertaires, telles qu'elles s'exprimaient dans les années 60, sur les campus californiens, à Paris en mai 68, à Prague, à Amsterdam, à Berlin, et même jusqu'en Chine, avec la politique de Deng Xiaoping, les 4 ou 5 modernisations. C'est-à-dire qu'il y a des pulsions libérales, et il faut raisonner, vous êtes pour la plupart des économistes, en termes de cycles longs. Vous avez entendu parler des cycles de Kondratiev, qui durent 30 ou 40 ans. Eh bien, on peut dire que l'évolution de l'économie est guidée par des évolutions de cycles qui montent, descendent, enfin, si je puis dire, en tout cas, une espèce de grandes sinusoïdes, à partir desquelles on peut interpréter les mouvements de l'économie. En tout cas, c'était la conclusion à laquelle avait abouti cet économiste, qui je crois est un économiste russe, Kondratiev, qui a travaillé il y a déjà très longtemps, il y a au moins 50 ou 80 ans, enfin, c'est une vieille théorie. Et je crois qu'on peut l'appliquer à la réalité, non seulement économique, mais aussi à la réalité sociale. Et je vais vous prendre quelques exemples. Si on peut dater du début des années 80
le néolibéralisme, avec l'arrivée au pouvoir de Mme Thatcher et de M. Reagan dans les pays anglo-saxons. Je vous ai parlé des économistes des Chicago Boys, comme on disait. Il faudrait évoquer la politique monétaire de M. Volcker, qui était président de la Réserve fédérale américaine, qui avait des taux d'intérêt très élevés, qui pouvaient s'élever à 20% autour des années 1980, à casser l'inflation à l'échelle mondiale. Or, la fin de l'inflation était la condition de l'avènement du capitalisme patrimonial. J'emploie l'expression d'Alain Minc, mais on pourrait dire du capital financier mondialisé. On pourrait dire du capital financier régi par le souci d'avantager au mieux l'actionnaire. La théorie de l'acquisition de la valeur pour l'actionnaire ne vous est pas étrangère. Vous savez quel est le paradigme de cette économie financière mondialisée, de ce système de capitalisme patrimonial. Et puis, je vous ai dit qu'il y avait derrière tout cela la réaction d'une génération, celle des baby boomers, contre la génération précédente, celle qui avait connu la crise, la guerre mondiale. Et si je parle pour moi, encore la guerre d'Algérie. Mais la génération qui a suivi, la génération 68, qui tient toujours le pouvoir, qui s'accroche. Alors évidemment, ce sont plus des bébés, hein. Ce sont des septuagénaires, ou des sexagénaires. Mais ils s'accrochent encore à leur pouvoir, mais ça ne durera pas toujours, et la génération qui vient les mettra en échec. C'est ce que je me permets de vous dire. La mondialisation à laquelle nous avons assisté, la globalisation plutôt, qui est une globalisation sous l'égide des États-Unis, parce qu'il faut toujours un patron, a eu des précédents. Il y a eu une mondialisation espagnole de 1492 à la fin du XVIe siècle, à la défaite de l'invincible Armada au large des côtes britanniques et à l'indépendance des Pays-Bas. Ça a été une première mondialisation liée aux grandes découvertes. Une deuxième mondialisation libérale, celle-là s'est faite sous l'égide de la Grande-Bretagne au XIXe siècle. Après Waterloo et la fin de l'Empire napoléonien, la Grande-Bretagne, peu à peu, s'est affirmée comme maîtresse des mers, maîtresse du monde, et on pourrait dire que l'émergence de cette mondialisation, c'est la guerre de l'opium, 1842. Ce sont les traités Cobden-Chevalier entre la France et la Grande-Bretagne, traité de libre-échange, 1860. Et on s'aperçoit qu'à partir de 1873, il y a une crise suivie d'une période de relative stagnation qui nous conduit jusqu'aux années 1890, puis avec un mouvement de protectionnisme qui n'empêche pas une certaine croissance, une croissance qui va même s'amplifier à la fin du XIXe siècle et qui va aller jusque pratiquement à la guerre de 1914. Mais on voit apparaître des tensions géopolitiques entre l'Empire britannique et l'Empire germanique, le Second Reich, après la guerre des bourgs, avec une concurrence dans le domaine des armements navals. On voit des affaires comme l'affaire du Maroc, puis les guerres balkaniques, qui vont créer des tensions et une étincelle, une erreur d'appréciation, et je dirais cette mondialisation qui a quand même duré 50 ans se brise sur la Première Guerre mondiale, qui elle-même va ouvrir la boîte de Pandore, c'est ce qu'on appelle les totalitarismes, le communisme, le fascisme, le nazisme, la Deuxième Guerre mondiale, etc. On ne retrouvera son équilibre qu'en 1945, et encore il faudra toute la stratégie de containment vis-à-vis de l'URSS menée par les États-Unis, puis de libéralisation progressive sous l'égide du GATT, pour aboutir à ce capitalisme financier globalisé dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça ne s'est pas fait tout seul, il a fallu d'abord sortir des règles de Bretton Woods pour faire du dollar la monnaie mondiale, donc suspension de la convertibilité hors du dollar 1971, accord de la Jamaïque, le dollar devient la monnaie mondiale, les chocs pétroliers créent des déséquilibres tels qu'on voit apparaître des pétrodollars, il y a eu aussi les eurodollars, enfin il y a les pétrodollars,
donc des masses financières sur lesquelles les États-Unis peuvent jouer pour en quelque sorte amortir leur déficit commercial qui commence à cette époque-là et qui va continuer. Donc nous allons vers une période qui est marquée, c'est quand même l'acmé politique du néolibéralisme par la fin de l'URSS, la réunification de l'Allemagne, la chute du pacte de Varsovie, des pays communistes du pacte de Varsovie, et la fin de l'URSS, la première guerre du Golfe. Le Japon mis au pas après les accords du Plaza de 1985. Donc les États-Unis sont dans une situation de ce que Védrine appelle l'hyperpuissance. Ils s'engagent de plus en plus dans une politique de déréglementation, y compris sur le plan financier. C'est le Glass-Steagall Act de 1999, je crois. Excusez-moi, je suis encore un peu grippé, mais je vais surmonter cette fin de grippe. 2001 est considérée comme une année tournante. Elle est précédée par une première crise systémique, comme je vous le rappelais tout à l'heure, la crise de la bulle Internet. 2001, c'est l'affaire des Twin Towers. Et la réponse inappropriée que les États-Unis apportent en envahissant l'Irak et en détruisant l'État irakien, ce qui les engage dans une épreuve de force, d'abord avec Al-Qaïda, puis ensuite avec Daesh, et qui, évidemment, plonge le Moyen-Orient tout entier dans le chaos. Donc on voit comme à la fin de la mondialisation britannique, des tensions politiques, et notamment au Moyen-Orient. C'est là qu'elles se manifestent. Mais elles ne se manifestent pas seulement au Moyen-Orient, car le pays qui monte, parmi tous ceux qui émergent, parmi les autres pays émergents, c'est la Chine. Et avec la Chine, qui représente aujourd'hui en parité de pouvoir d'achat disons entre les 2 tiers et les 3 quarts du PIB américain, bien évidemment les rivalités s'aiguisent. Vous avez la politique chinoise en mer de Chine méridionale, et vous avez des ripostes qu'élaborent les États-Unis. Avec Obama, c'est le traité transpacifique. Avec Trump, c'est l'augmentation massive du budget de la défense, 54 milliards de dollars, alors que je vous le rappelle, le budget américain est déjà près de 600 milliards de dollars, le budget chinois de 200 milliards, le budget de la France de 40 milliards. Ça vous donne des ordres de grandeur. Donc nous voyons se manifester des tensions annonciatrices d'une nouvelle séquence dans cette globalisation libérale. Et je dirais que le Brexit en 2016 et l'élection de Trump aux États-Unis sont également des manifestations de ce que, même dans les pays du cœur qui ont porté le néolibéralisme dans les années 1980, vous avez des réactions de demande de protection. Quand vous regardez, par exemple, les électeurs qui ont voté pour le Brexit, ce sont les régions, je dirais, plutôt ouvrières, ou en tout cas anciennement ouvrières. Ce sont, contrairement à ce qu'on a dit, souvent des jeunes, et ce sont des régions relativement excentrées par rapport à la métropole. Londres, qui elle vote oui au Remain, elle vote pour rester dans l'Union européenne, mais pratiquement tout le reste de l'Angleterre vote pour le Brexit. Par contre, l'Écosse vote pour le Remain, et l'Irlande du Nord est plus partagée, mais c'est également caractéristique. Alors, voilà la période à laquelle nous sommes arrivés, avec ces tensions en mer de Chine. Alors, je n'évoque pas la Corée du Nord, la stratégie chinoise des nouvelles routes de la soie, car la grande faiblesse de la Chine, c'est évidemment la maîtrise des espaces océaniques. Les grands détroits sont tenus par la principale puissance aéronavale, c'est-à-dire les États-Unis, que ce soit le détroit de Malacca
le détroit d'Ormuz, le détroit de Bab-el-Mandeb, le canal de Suez, tout ça, c'est une route périlleuse pour les porte-containers. Donc les Chinois construisent des ports auxquels ils peuvent avoir accès en contournant les détroits, par exemple au Pakistan, à Gandhar, ou bien construisent des routes, des oléoducs, des chemins de fer à travers le Kazakhstan, la Russie, jusqu'à l'Europe. Donc on voit très bien qu'il y a les linéaments de stratégie qui s'opposent et auxquels je veux vous rendre attentif. Il y a aussi des pièces mobiles. La Russie est-elle plutôt avec l'Europe, comme on a cru que c'était le cas jusqu'en 2013, ou va-t-on la rejeter vers l'Asie, comme c'est l'effet naturel des sanctions auxquelles elle a été soumise? Et que sera la politique de Trump vis-à-vis de la Russie? Est-ce que les États-Unis chercheront à réintégrer la Russie dans le monde occidental au sens large, ou au contraire, est-ce qu'ils continueront à le repousser vers la Chine et plus généralement vers les BRICS, vers les pays émergents qui, d'une certaine manière, s'ils continuent à émerger, mettront fin à la production de l'histoire par les pays occidentaux. Donc nous entrons dans une nouvelle période qui est l'ère post-occidentale de l'histoire de l'humanité. Vous en êtes bien conscient aussi en France. Les choses bougent. Alors la politique de Trump a évidemment dans le collimateur non seulement la Chine, mais aussi des pays qui ont un gros excédent sur les États-Unis, le Mexique, mais également l'Allemagne, ce qu'on oublie toujours. Donc cela peut ébranler l'Union européenne parce que M. Trump a des projets de réforme fiscale qui peuvent modifier considérablement les conditions d'échange et signifier un retour au protectionnisme. Si vous voulez, on pourra en parler plus précisément, je vous expliquerai de quoi il s'agit, parce que si ça devait se passer, on pourrait dire qu'on est entré dans une nouvelle ère. Il y a donc un retour de balancier auquel nous assistons, avec un certain recentrage des économies industrielles sur elles-mêmes, une Chine qui paradoxalement défend la mondialisation à Davos, une Europe coincée entre les États-Unis et la Chine, une Russie, on ne sait pas très bien de quel côté elle va se diriger, et se pose évidemment la question de l'Europe. Est-ce que l'Europe est l'outil qu'il nous faut pour exister au XXIe siècle? Ou bien telle qu'elle a été conçue, nous pénalise-t-elle et nous oblige-t-elle à repenser le modèle de fonctionnement de ce qu'on appelle l'Europe, étant donné qu'il y a d'autres formules d'organisation possibles qui peuvent, à mon sens, permettre au peuple européen de garder voix au chapitre dans l'histoire. Ce n'est pas évident, parce que l'Europe à laquelle je pense est quand même plutôt l'Europe des États, comme disait le général de Gaulle. Et est-ce que nous allons être capables de faire émerger une Europe des États avec une volonté politique, alors que l'Union européenne n'a pas de volonté politique, elle ne peut pas en avoir d'ailleurs, c'est une entité commerciale, ce n'est pas une entité stratégique, et elle est incapable de définir des politiques à long terme. Voilà, alors évidemment, je pourrais vous parler de l'Europe, longuement dire ce à quoi pourrait servir cette Europe des États en matière de défense, en matière de numérique par rapport aux GAFA américaines, ou à l'Alibaba chinois, ou bien encore par rapport à la concurrence chinoise, en définissant une protection éventuelle dans certains domaines, peut-être en matière de commerce, peut-être en matière d'investissement. Ce sera très difficile parce que la plupart des pays européens sont quand même encore aujourd'hui fermement attachés au libéralisme. Donc voilà, nous sommes à un moment de cette globalisation américaine où on sent bien que les choses sont en train de s'inverser. Est-ce que nous sommes prêts pour cette nouvelle étape? Y avons-nous réfléchi? Et comment allons-nous définir quelle est la bonne politique pour un pays comme le nôtre? Voilà, autant de questions que je vous livre.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Chevènement, pour cette introduction. Et nous allons d'ailleurs d'abord aborder la question de l'Union européenne, que vous avez abordée, non pas en surface, mais quelque peu déjà. Donc, vous n'avez jamais caché votre euroscepticisme. En 1992, vous faites campagne contre le traité de Maastricht, qui marque la fondation de l'Union européenne et de l'Union économique et monétaire. En 2005, vous dénoncez le traité de Lisbonne et appelez les Français à dire non au référendum. Mais aujourd'hui, avec une Russie dont la puissance ne fait que monter au flanc de l'Union européenne, avec les États-Unis de Donald Trump, avec la Chine de Xi Jinping, ne croyez-vous pas nécessaire, justement, la constitution d'un bloc uni, pesant plus lourd sur la scène internationale, bouleversée plutôt qu'une atomisation qui pourrait justement affaiblir les pays de l'Union européenne, et notamment la France qui est au centre de cette union? Oui, alors je ne vois pas du tout les choses comme vous. Je ne suis pas contre l'Europe, mais je suis contre les modalités qui ont été inventées pour lui donner corps. Par exemple, l'Europe a été considérée comme grand marché, soumis à la concurrence, une concurrence administrée par une commission qui a l'initiative de toutes les directives. Et ce sont plus de 300 directives qui ont été élaborées par la Commission européenne sur la base de ce grand acte de dérégulation qui est l'acte unique, négocié en 85, adopté en 87, mis en vigueur en 90, avec la libération des mouvements de capitaux, non seulement à l'intérieur de l'Europe, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Un économiste américain, Ravi Abdelal, a dit que c'était que les Français, hein, Jacques Delors, Michel Camdessus, un expert qui s'appelle M. Chavronsky, qui était le directeur des mouvements de capitaux à l'OCDE, Pascal Lamy à l'OMC, très les vrais maîtres d'œuvre, en tout cas au plan théorique, de cette mondialisation. Et personnellement, je pense que nous nous sommes désarmés par la compétition mondiale, nous sommes un grand marché ouvert, la Commission européenne est animée par des fanatiques du néolibéralisme, hein, qui ne tiennent absolument pas compte des impératifs économiques. Je lisais dans le Monde d'hier un article consacré au Mezzogiorno italien. Et on voyait que la plus grande aciérie d'Europe, à Tarente, allait fermer, et je crois qu'elle produit en effet quelque chose comme 20 millions de tonnes d'acier, allait fermer parce qu'elle était trop polluante, et la Commission européenne, pour des raisons environnementales, avait décidé qu'il fallait la fermer. Alors je pense qu'on peut quand même dépolluer un certain nombre de choses autour de l'usine, hein, en tout cas faire en sorte que ces rejets ne soient pas trop polluants avant de la condamner. Parce que condamner cet ensemble sidérurgique, qui est le principal ensemble industriel au sud de l'Italie, et vous connaissez les problèmes du Mezzogiorno, ça me paraît la marque d'une espèce de fanatisme, hein, qu'on a pu observer dans beaucoup d'autres domaines, et qui se traduit notamment pour nous par le déclin de notre industrie. Par exemple, c'est M. Monti qui a imposé que Alstom se sépare des chantiers de l'Atlantique, qui sont passés dans la main d'un Norvégien, puis d'un Coréen, puis d'un Italien, maintenant en Thierry. La partie énergie et la partie transport est restée dans le giron d'Alstom, mais à un moment, son patron, celui qui avait été mis en place par l'État, qui était monté au capital, donc tout ça s'était fait en contrepartie de la montée au capital d'Alstom, a décidé qu'il pouvait vendre à General Electric la partie production d'énergie, dans des conditions qui m'ont paru, moi, tout à fait scandaleuses, arguant du fait qu'il n'avait pas l'effet de taille, etc., alors qu'il avait un carnet de commandes de 50 milliards de dollars ou d'euros, je ne sais plus. Donc, je pense que cette Europe très libérale, où le niveau des droits de douane est maintenant de 3%, ne correspond pas du tout à ce qu'il nous faut. Nous avions presque 6 millions de gens qui travaillaient dans l'industrie, comme j'étais ministre de l'Industrie, en 1982. Aujourd'hui, nous en avons moins de 3 millions. Alors vous dites, il y a Le Pen. Qui a fait Le Pen? Qui a, en quelque sorte, alimenté cette situation? Qui a fait le lit de cette dérive, les populistes? Mais je
je dirais, c'est une réponse à une politique de désindustrialisation dont nous subissons de plein fouet les effets. La monnaie unique, pensez-vous qu'il soit raisonnable pour un grand pays comme la France de se défaire de sa souveraineté monétaire? Pour moi, je dirais que quand j'ai lu le traité de Maastricht, j'ai décidé que je voterais contre, et j'ai quitté le Parti socialiste que j'avais pourtant fondé, ou cofondé, avec François Mitterrand, Gaston Defferre et Pierre Mauroy. Mais pour moi, il est apparu que cet abandon allait nous mettre dans une situation extrêmement difficile. Nous avons un commerce extérieur que vous n'ignorez pas, qu'il est déficitaire de plus de 50 milliards l'an dernier, qu'au mois de janvier, le déficit a atteint 8 milliards. On vous parle de compétitivité, rapport gallois, etc. Mais la compétitivité, ça se mesure. Quel est le meilleur instrument de mesure? C'est la balance commerciale. Notre balance commerciale est profondément dégradée. Et nous sommes incapables, depuis déjà, on peut dire, le début des années 2000, de corriger son déficit. Parce que nous ne sommes plus maîtres de la fixation de notre monnaie. Nous ne sommes plus maîtres non plus d'ailleurs de notre fiscalité, de beaucoup d'autres choses. Je considère qu'il y a un moment où quand un pays abandonne les leviers qui permettent à son peuple de peser sur son destin, c'est l'idée même d'une démocratie civique qui est compromise. Donc je ne suis pas contre l'Europe, mais je suis contre une Europe où toutes les décisions importantes sont prises par des instances non élues. Prenez la Commission européenne, qui a le monopole de l'initiative. C'est-à-dire qu'aucun texte, aucune directive, aucun règlement ne peut être produit autrement que par le canal de la Commission. Les États sont assis en boutade, peuvent dire oui, non, etc. Et en général, se rallier au consensus, parce que cette Europe, comme le montrait d'ailleurs un sociologue allemand, M. Beck, qui est mort d'ailleurs, marche à la peur. C'est-à-dire qu'un pays qui devrait dire non, craint de se trouver isolé, ne veut pas se mettre en dehors du jeu, et par conséquent, la règle du consensus s'applique. J'ai parlé de la Commission, il faudrait évidemment parler de la Banque centrale, qui est indépendante, dont le président est désigné par les autres gouverneurs de Banque centrale. On va parler de la Cour de justice européenne, puisque le droit européen est maintenant supérieur au droit interne. C'était reconnu par le traité de Lisbonne et auparavant par le Conseil d'État en 1989 et la Cour de cassation en 1975. Donc nous avons un droit et plus l'autre que nous sommes obligés d'appliquer. C'est dire que nous vivons dans un système dont les citoyens ne produisent pas le droit. Ce droit est élaboré au niveau européen. Alors vous me direz, oui, mais il y a le Parlement européen. Le Parlement européen, comme l'a dit la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui est Cour constitutionnelle allemande, n'est pas un Parlement, il n'est que la juxtaposition de la représentation de 27 ou 28 peuples. Puisqu'il n'y a pas un démos européen qui permettrait de fonder une volonté générale. Il y a 27 peuples qui sont, je dirais, côte à côte, qui désignent, selon des règles différentes d'ailleurs, des députés avec un taux d'abstention qui dépasse 60%, et ce Parlement est, je reprends les termes de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, un forum utile de discussion, mais n'est pas un Parlement, au sens où un Parlement produit de la volonté générale. Pour vous, du coup, est-ce que ça représente un déni de démocratie, cette Union européenne, pour les peuples, justement, des États membres? C'est ce que même les Britanniques ont considéré, parce qu'ils ont voulu récupérer toutes les attributions, tous les attributs qui vont avec la souveraineté de la Chambre des communes, qui est leur Parlement. Et évidemment, c'est la première démocratie au monde. Eh bien, il n'y avait pas les arguments que nous avions, par exemple, en matière monétaire, puisqu'ils ne font pas partie de la zone euro, ils ne font pas partie de Schengen. Donc ils pouvaient considérer qu'ils avaient limité les dégâts. Et ils ont considéré que les risques de rester dans l'Union européenne pour l'avenir de la démocratie britannique étaient supérieurs. À tort ou à raison. Mais je considère que l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui fonctionne de manière totalement antidémocratique. C'est une évidence, c'est démontrable. Et
j'aimerais vous expliquer d'une manière tout à fait rationnelle et compréhensible par chacun, quelle que soit votre opinion, que la démocratie, c'est-à-dire la loi de la majorité, ne peut s'appliquer que lorsqu'il y a un sentiment d'appartenance assez puissant pour le légitimer aux yeux de la minorité. Comment est-ce qu'une minorité peut accepter d'être impuissante, sinon à devenir un jour la majorité, en dehors d'un cadre où le sentiment d'appartenance est assez puissant pour lui donner cette espérance. Et ce cadre, c'est la nation. Ce n'est pas l'Europe, qui est peut-être une famille de nations, mais qui n'a pas développé un sentiment d'appartenance comparable à la nation. Hein. D'ailleurs, vous interrogez, en général par sondage, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais même si vous faites un référendum, le résultat aujourd'hui est connu d'avance. Hein, et vous interrogez les gens, est-ce que vous vous sentez d'abord français ou d'abord européen? Ils disent, je me sens les deux, mais d'abord français et ensuite européen. Si vous allez en Pologne, ils diront peut-être les deux, je ne suis même pas sûr, mais d'abord polonais et peut-être ensuite européen, et ainsi de suite. Même les Allemands, ils diront ça. Et pourtant, l'Allemagne est le pays qui a le plus profité de l'Europe, et qui se retrouve là où était la France autrefois, c'est-à-dire en position centrale et en position prépondérante, au plan démographique, économique, industriel et politique. Donc, je pense qu'il nous faut réinventer l'Europe, parce que je suis très sensible au fait que dans un monde qui est dominé par la Chine, je ne dirais pas la Russie, parce que vous savez, la Russie, son PIB est inférieur à celui de l'Italie. C'est un très grand pays par la superficie, mais très inhospitalier, il fait très froid en Russie, très difficile à gérer à tous égards. Et on se fait de la Russie, en France, une idée qui n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Moi, je suis stupéfié par la russophobie qui s'exprime dans nos médias et dans les conversations courantes, qui est gravement nuisible à nos intérêts, à notre diplomatie, à notre commerce extérieur. Nous avons perdu la moitié de nos exportations sur la Russie. Ce n'est pas raisonnable. Tout un tas de raisonnements sont faits, comme par exemple notre dépendance supposée à l'égard du gaz russe. Mais ne croyez-vous pas que les Russes dépendent autant de leurs clients que leurs clients de leurs fournisseurs? Hein? Tout ça, c'est une vision à courte vue qui fait totalement litière des leçons d'histoire, où la Russie, à 2 reprises, pendant les 2 guerres mondiales, a été notre alliée. Elle nous a sauvés pendant la bataille de la Marne, hein, et ensuite à Stalingrad et à Kursk. Donc, il me semble que tout ce qui se dit sur la Russie n'est pas juste. Par contre, vous avez tout à fait raison de dire que la Chine va devenir la première puissance mondiale et que, naturellement, les États-Unis font ce qu'il faut pour créer autour d'eux un bloc occidentaliste qui puisse contrebalancer la puissance chinoise. Mais la question qui se pose, c'est quelle est notre marge vis-à-vis des décisions qui se prennent aux États-Unis. Par exemple, dans le domaine de l'extraterritorialité du droit américain, les amendes qui sont imposées à nos entreprises, hein, qui filent doux et n'osent plus même commercer avec l'Iran ou avec la Russie de peur d'être stigmatisées et sanctionnées par l'administration américaine. Donc tout cela fonde en effet la nécessité d'une Europe, et d'une Europe qui irait de l'Atlantique à la Russie, et qui ne rejetterait pas la Russie. Monsieur Chevènement, en parlant de la Russie, est-ce que vous ne pensez pas que cette haine que peuvent ressentir les Européens face à la Russie, certes il y a une histoire commune avec la Russie, mais avec les actions qu'elle a eues, que ce soit en Ukraine ou même son soutien à Bachar al-Assad en ce moment en Syrie, est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi, ça joue dans le ressentiment que peuvent avoir les Européens envers la Russie? Oui, alors il faudrait qu'on vous raconte une autre histoire. Parce que, je dirais, la Russie a elle-même mis fin au communisme, hein, c'est Yeltsin, qui s'est entendu pour dissoudre l'URSS avec ses collègues ukrainiens et biélorusses. Ça se passait en 1991, et la Russie estime ne pas avoir été payée de retour, que l'OTAN, qui, verbalement parlant, ne devait plus s'étendre vers l'Est, a continué à le faire jusqu'à ses frontières. Et en 2004, il y a eu la première révolution orange, qui évidemment était ressentie comme une menace par la Russie, parce que ça voulait dire que si l'Ukraine entrait dans l'Union européenne puis dans l'OTAN, naturellement, les boucliers anti-missiles fonctionneraient efficacement contre la dissuasion russe
du moins ce qui en reste. Par conséquent, je considère que la Russie n'était pas tout à fait infondée à se sentir menacée par un Occident qui considérait que c'est lui qui avait battu la Russie et que la Russie pouvait être refoulée au-delà de ses frontières du XVIe siècle, de la Moscovie, etc. Donc, mais est-ce que cela justifie quand même d'annexer la partie d'un pays, alors, la façon dont ça a été fait? Laissez-moi vous raconter la suite, parce que la volonté d'inclure l'Ukraine dans un espace de libre-échange avec l'Union européenne se heurtait de plein fouet avec le fait, je dis bien le fait, que la Russie et l'Ukraine sont déjà dans un espace de libre circulation et que l'Union européenne a refusé d'associer la Russie à toute discussion quand a été élaboré l'accord d'association avec l'Ukraine. Donc la Russie a pensé, à travers Yanukovych, pouvoir, et quelques prêts avantageux, pouvoir amener l'Ukraine à reporter, je veux dire, l'accord d'association avec l'Union européenne. Hein. Poutine est allé lui-même à Bruxelles, et il me l'a raconté, hein, pour demander à voir M. Barroso et M. Van Rompuy, qui lui ont répondu très impoliment qu'il devait aller se faire voir ailleurs, car il n'avait pas à se mêler de ce qui n'était pas ses oignons. Je pense que la responsabilité de la crise ukrainienne est au moins partagée, parce que Yanukovych était peut-être un président corrompu, c'est probable, d'ailleurs qu'il ne l'est pas en Ukraine, mais il était élu quand même. Et il y avait eu un accord le 21 février pour que son mandat soit prolongé jusqu'à la fin de l'année, qu'une nouvelle élection intervienne en décembre. Or, cet accord a été rejeté par le Parlement, la Rada ukrainienne, et Yanukovych a dû fuir vers l'Est et vers la Russie, hein, pour échapper au mouvement de Maïdan, dont il y aurait beaucoup à dire, qui a quand même été très largement soutenu par les Occidentaux, les Américains d'abord, et instrumenté dans des conditions qui ont amené la Russie à donner une réponse, à mes yeux, inappropriée. Et en tant que représentant spécial pour la Russie, que je suis depuis 2012, je peux donner comme conseil aux Russes, et en particulier au président de la Commission étrangère, d'éviter d'annexer la Crimée, qui était russe, dont la population est russe, depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais je pensais que l'annexion n'était pas une bonne méthode. Peut-être qu'il y en avait une autre qui consistait à organiser un référendum sous les auspices de l'OSCE, si l'OSCE l'avait accepté. Est-ce que ça aurait été possible? Je n'en suis pas certain. Mais moi, personnellement, je peux soutenir dans n'importe quel débat, comme je le fais ici, que la crise ukrainienne est une crise dont la responsabilité est au moins partagée et dont l'Europe, qui veut toujours étendre ses règles, ses standards, ses valeurs, etc., à l'extérieur, porte une part de la responsabilité. J'ajoute que derrière, les États-Unis ont toujours vu que pour affaiblir la Russie, il fallait soustraire l'Ukraine à son influence, et je considère que cette crise est une crise regrettable, que c'est une erreur, que dans le monde actuel, la Russie n'est pas un ennemi, et que la repousser ainsi à travers une politique de sanctions vers la Chine, c'est comme ça que ça se traduit, est une erreur historique. Et je pense que peut-être Trump est un meilleur géopoliticien que Obama, parce que Obama, qui a pourtant pris l'initiative d'une politique de rapprochement, s'appelait la recette des quelques coups vis-à-vis de la Russie, à mon avis, a montré une rigidité tout à fait excessive. Alors je ne sais pas ce que fera Trump, hein, parce que je ne prends pas au comptant tout ce que peut dire Trump. Ce que dit Trump un jour, le contraire, il peut le dire le lendemain. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je pense qu'il y a une grande incertitude. Hein. Quant à la Syrie, je pense que c'est la politique française qui est fausse. Nous avons pris en retard le train des révolutions arabes parce que nous croyions l'avoir raté en Tunisie et en Égypte. Et pour nous rattraper, nous avons envahi la Libye en y semant le chaos pour notre plus grand détriment. Et nous avons soutenu les gens qui contestaient le pouvoir de Bachar al-Assad, sans doute à juste titre. Mais à partir du moment où on s'apercevait que Bachar al-Assad avait plus de soutien dans la société syrienne qu'on ne le croyait,
est-ce qu'il était nécessaire de soutenir la guerre par procuration que faisaient à l'Iran et à ses alliés, en fait Bachar el-Assad et le Hezbollah, la Turquie, qui a ouvert complètement sa frontière aux rebelles, qui a aidé la constitution de l'armée syrienne libre, de la, je sais pas comment on appelle ça, la coalition CNS, Coalition nationale syrienne, l'Arabie saoudite, le Qatar. Était-ce vraiment bien judicieux de nous mêler des affaires intérieures d'un pays? Vous savez, je reste fidèle à un principe qui est inscrit dans la Charte des Nations Unies, qui est le principe de non-ingérence. Et je considère que frapper le régime de Damas en 2013 eût été une funeste erreur. De ce point de vue-là, je suis reconnaissant à Obama de nous l'avoir évité. J'ai donc une position évidemment très différente. Je pense que, bien évidemment, il faudrait rendre le régime syrien vivable pour sa population. Mais ce qu'on peut obtenir par la diplomatie ou par des pressions est préférable à ce qu'on recherche par la guerre. Je pense qu'il y a des guerres qu'on aurait pu éviter, la guerre du Golfe par exemple, c'était parfaitement évitable. Mais il a été décidé dès le premier jour par le président Bush, parce qu'il a fait un arrière-plan, qu'il voulait installer une armée américaine au cœur du Moyen-Orient. Donc voilà ma philosophie, si vous voulez. Nous allons donc passer à un autre sujet, celui de l'islam. Vous êtes devenu président de la Fondation pour l'Islam en France. Quel est le rôle de cette fondation? Alors, je dois vous dire que j'ai été pressenti par le ministre de l'Intérieur, alors M. Cazeneuve, pour prendre la présidence de cette fondation. J'ai accepté parce que je voyais qu'il avait quand même beaucoup à faire. Je vais faire face au terrorisme et à une société où la violence se porte bien. J'ai donc accepté la présidence de cette fondation qui est, je le rappelle, une fondation reconnue d'utilité publique, donc purement laïque, sinon je ne la présiderai pas, qui a un rôle essentiellement culturel, éducatif, social. Elle n'a pas d'objet religieux. Il y a une association cultuelle qui doit être mise sur pied par les musulmans pour s'occuper des affaires religieuses, construction de mosquées, ou bien formation des imams. Je ne peux m'occuper que de la formation profane des imams. Par exemple, il y a les diplômes universitaires, qui sont des diplômes de formation juridique et civique, de formation à la laïcité. Là, je peux intervenir. Mais sur la lecture du Coran, je ne suis pas qualifié. J'ai mon idée, mais je me garderai de l'exprimer. Alors, cette fondation, quel est son but profond? Son but profond, c'est de retenir un certain nombre de jeunes qui se précipitent au-devant d'une tentation qui est celle du terrorisme djihadiste, à laquelle ils croient trouver une rédemption et de leur offrir d'autres chemins d'élévation morale, spirituelle, même tout simplement sociale. À ce moment-là, ça dépense les compétences de la Fondation de l'Islam de France. C'est une politique d'intégration réussie, c'est une politique qui permet, je dirais, des politiques d'embauche, d'emploi, à égalité avec tous les autres citoyens, qui permet également des politiques qui sortent de l'échec scolaire, des jeunes qui, concentrés dans certains quartiers, sont en effet voués à l'échec scolaire dès le plus jeune âge, parce que le niveau de l'école à laquelle ils font leur cours préparatoire n'est pas le bon. Et qu'il manque du stock de vocabulaire, des règles grammaticales, etc. Donc c'est toute une politique scolaire qui est à repenser. Justement, vous parliez, lorsque vous étiez ministre de l'Éducation, vous voulez que 80% d'une classe d'âge ait le bac. Mais là, vous avez l'air de dire que l'école ne va plus aussi bien. Mais parce que je n'ai jamais dit ça. Au niveau du bac, et pas le bac. C'est très différent. Au niveau du bac, c'est-à-dire poursuivre leurs études jusqu'à au moins 18 ans, qui est le niveau du bac. Qu'ils aient le bac ou qu'ils ne l'aient pas, n'était pas mon affaire. Je n'étais pas particulièrement laxiste. À l'époque, il y avait moins de 40% de jeunes qui obtenaient leur baccalauréat. Et je pensais qu'en portant à 80% la proportion d'une classe d'âge, on aurait peut-être 60, 65% maximum. Et je ne pensais pas qu'on irait effectivement à 80% d'une génération qui aurait son bac. Parce qu'on a dû quand même admettre des critères d'appréciation très
d'évaluer pour arriver à ce résultat. Et j'ajoute que le problème des inégalités dans l'école, des inégalités sociales, des inégalités spatiales, peut être traité, je dirais, autrement, s'agissant de la perspective. C'était une politique juste, je la revendique, là, je ne l'excuse pas du tout. D'ailleurs, c'était déjà un résultat auquel avait atteint le Japon et d'autres pays. La France était, avec, si je peux en dire, l'Angleterre, le pays le plus retardataire par rapport à tous les autres quand on faisait un exercice d'éducation comparée. Mais aujourd'hui, il faut le dire, toutes les mesures nécessaires n'ont pas été prises pour permettre à ces jeunes qui sont issus des phases de l'immigration de travail des années 60-70, pratiquement ça s'est arrêté en 1974, toutes les mesures n'ont pas été prises pour leur permettre de réussir. Alors, il y a une part qui leur incombe. Je ne dis pas que la responsabilité est entièrement dans les mains des politiques publiques, qui en jouent beaucoup. On ne peut pas dire le contraire. Mais ces jeunes ne doivent pas non plus s'enfermer au sentiment victimaire qui légitime ensuite des comportements de délinquance ou de violence extrême qui ne sont pas acceptables. Alors merci M. Chevènement. Maintenant, on voudrait vous poser des questions sur les présidentielles et notamment la division au sein de la gauche française. Donc, depuis plusieurs années, on voit d'importantes dissensions au sein de la gauche et notamment au sein du Parti socialiste que vous avez cofondé. Sous le quinquennat de François Hollande, plusieurs élus du PS sont montés au credo pour dénoncer la politique du président, notamment concernant l'économie. Arnaud Montebourg, Aurélie Filippetti et Benoît Hamon, ceux qu'on a nommés les frondeurs, ont même été démis de leur fonction gouvernementale le 25 août 2014, après être montrés bien sûr critiques envers la voie libérale empruntée par le président et son Premier ministre. Aujourd'hui, 3 candidats représentent la gauche telle qu'on entend aux élections présidentielles. Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Preuve d'une gauche affaiblie, divisée entre le social-libéralisme et un socialisme plus radical. Et vous l'aurez sans nul doute remarqué, de plus en plus de cas du PS, tels que Jean-Yves Le Drian, Aubert Ru, ou encore Gérard Collomb. Aubert Ru est l'ancien secrétaire général du Parti communiste, il y a très longtemps. De la gauche française en général, excusez-moi. Bertrand Delanoë se prononce en faveur de Macron pour l'élection présidentielle. Alors comment analysez-vous cette dissension au sein de la gauche française? Et pour vous, le PS pourra-t-il survivre à cette élection après toutes ces dissensions? Alors je réponds volontiers à votre question parce que le Parti socialiste s'était refondé à Épinay en 1971 sur une ligne, on peut le dire, de gauche, en alliance avec le Parti communiste, avec comme programme le changement de la société française, le progrès social, mais sur une ligne qui restait la ligne républicaine de la gauche française historique. Le Parti socialiste est venu au pouvoir en 1981, j'y ai contribué, j'avais moi-même adhéré, vous l'avez rappelé, en 1964, un parti qui était passablement discrédité, mais qu'il s'agissait de remonter pour le mettre au pouvoir afin qu'il fasse une autre politique que celle qui avait été la sienne sous la 4e République. Je vous passe le détail. C'était l'époque des guerres coloniales et des alliances au centre, puisque nous étions en période de guerre froide, les alliances étaient entre le Parti socialiste, les démocrates chrétiens et la droite libérale telle que l'incarnait M. Pinet. Eh bien, 1971-2017, il se passe 29 plus 17, c'est-à-dire 36 ans. Nous sommes revenus au point de départ. Le cycle du Pinet est achevé. C'est-à-dire que, un peu comme je vous parlais de la mondialisation, qui a plusieurs phases successives, plusieurs séquences, le Parti socialiste s'est refait dans l'opposition, est venu au pouvoir, puis en 1983 a tourné les talons pour faire une politique de Francfort, d'accrochage aux marques, et une politique d'ouverture au libéralisme dominant, au néolibéralisme. Et cette politique a entraîné mon départ en 1993.
elle a eu un effet comparable sur une génération qui avait voté pour le traité de Maastricht, qui était celle de Jean-Luc Mélenchon, qui, il y a, on peut dire, 7 ou 8 ans, a quitté le Parti socialiste pour fonder le Front de gauche, le Parti de gauche, qui est devenu la France insoumise, enfin, plus ou moins. Donc voilà, c'est un peu le même mouvement, si vous voulez. Sauf que je ne me reconnaissais pas dans la démarche de Mélenchon, que je trouvais trop tribunicienne. Je pensais que le Parti socialiste devait être un parti de gouvernement. Il devait gouverner dans un certain sens, et il devait quand même savoir qu'il était important de maintenir un certain nombre de disciplines. Je n'ai jamais été un gauchiste, hein, ni comme ministre de l'Éducation nationale, ni comme ministre de l'Intérieur, hein, ni comme ministre de la Défense, bien entendu. Ce n'était pas mon point de vue. Et Mélenchon, pour moi, malgré tout son talent, va trop loin dans ce sens-là. Il y a un République constituante, etc., ça se tire une balle dans le pied, ça. Hein, il est à peine élu qui réunit une constituante. Ça ne peut pas aller très loin, mais il ne veut pas vraiment être élu. Il veut créer les conditions de la reconstruction d'un futur parti de gauche. On l'appelle socialiste ou non. Donc sa démarche n'est pas vraiment une démarche qui tend à l'élection, mais qui tend à reconstituer sur des bases qu'il estime juste un futur parti de gauche. Il y a le parti de François Hollande qui a beaucoup souffert du fait que François Hollande avait fait ce discours du Bourget qui matérialisait son union avec Montebourg, disons la gauche socialiste de l'époque. Ceux qui en restaient. Armand et quelques autres. Aurélie, Filippetti. Ce moignon du Parti socialiste se trouve en quelque sorte aujourd'hui vidé d'une partie de sa substance, c'est-à-dire que l'aile la plus à droite rejoint Emmanuel Macron, qui n'a jamais fait partie du Parti socialiste, mais qui a quitté le gouvernement en août dernier pour créer En Marche. Donc vous avez 3 tronçons. Un tronçon qu'on pourrait qualifier de gauche, Macron, un tronçon social-libéral de gouvernement, mais où on entend guère s'exprimer M. Valls, puisque Valls a été battu par Hamon, et Hamon n'est pas dans la ligne de Hollande. Hamon, il a inventé un socialisme qui n'a aucun rapport avec les défis actuels, défis réels, avec le revenu universel, on pense à la retraite avant même d'avoir travaillé, etc. Hein, c'est une vision des choses, avec le visa humanitaire accordé à quiconque le demande, avec la vente libre du cannabis, c'est une société rêvée. Pourquoi pas? Mais ça n'est pas non plus très opérationnel. On peut dire qu'en choisissant Hamon contre Valls, le Parti socialiste a choisi d'être battu, mais à gauche. Ouais. Être battu, mais à gauche, ça lui met du baume au cœur. Alors, troisième tronçon, c'est celui qui s'agglutine autour de Macron. Mais est-ce encore le Parti socialiste? Il n'est ni de droite ni de gauche, il est de droite et de gauche. Je vous rappelle que moi j'étais au-dessus de la droite et de la gauche telles qu'elles sont devenues, pour citer les choses exactement. Donc je mettais un contenu dans la politique que j'ai présentée en 2002, quand j'ai été candidat à l'élection présidentielle, que Macron ne met pas. Car au fond, la politique que je vois exprimée par Emmanuel Macron, qui est un homme très intelligent, fin, de grand talent, hein, et qui peut représenter d'une certaine manière une génération nouvelle. Mais sa politique, c'est la politique qui colle à l'euro. On commence à réduire à 3% de déficit pour amadouer les Allemands. Les Allemands ont une élection à la fin de l'année. On espère que les Allemands vont enfin accepter de mutualiser la dette. C'est en gros le schéma macronien. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que les Allemands ne sont pas désireux de partager. Je considère qu'ils ont une pyramide des âges vieillissante. Et peut-être que M. Schulz, s'il est élu, accepterait de desserrer un peu le robinet, mais ça n'ira pas très loin. Et par conséquent, je pense que la politique que nous présente Emmanuel Macron, qui est loin d'être bête, hein, elle est dans le
prolongement dans le sillage de la politique dessinée par François Hollande depuis le pacte de responsabilité, depuis 2014. Macron a sur Hollande un gros avantage, c'est un François Hollande qui a 20 ans de moins et qui n'a pas prononcé le discours du bourgeois. Mais ça ne fait pas, je dirais, ce n'est pas le Parti socialiste. Le mouvement qui s'est créé derrière Emmanuel Macron est un mouvement qui empiète très largement sur le centre et la droite, avec des gens comme M. Bayrou ou M. son nom là, le maire de Bakou. C'est important. Ça n'est pas très grave. Bref, le Parti socialiste aujourd'hui, il est certain qu'il ne gardera pas le pouvoir. Il ne peut pas. Je pense que ses possibilités de rebond sont très faibles autour de Hamon. Je pense que Mélenchon peut faire un score estimable, mais il plantera un jalon pour l'avenir. La seule fraction, c'est celle qui s'accroche à Macron, mais en dehors de Delanoë et de Le Drian, qui représentent quand même historiquement la droite, ce n'est pas l'aile sociale libérale, parce que l'incarnation du social-libéralisme, c'était quand même François Hollande. Donc, je pense que là, on a quelque chose de nouveau qui nous ramènerait à l'avant 1971. Vous voyez, quand je vous dis que le cycle d'Épinay se referme, nous avons non plus le Parti communiste, qui était quand même un parti très puissant, qui faisait plus de 20% des voix, mais nous avons avec Mélenchon quelqu'un qui fait 12-13% et qui représente ce qu'était le Parti communiste. Et puis avec Emmanuel Macron, nous avons l'équivalent de Poher, mais un Poher jeune naturellement, qui ferait plus penser à Jean-Jacques Servan-Schreiber, à François Giroud, Jean-Luc Canuet souriant de toutes ses dents. Je pense qu'on est revenu à cette époque. Vous rappelez-vous, Alain Poher avait failli être élu président de la République contre Pompidou en 1969, 2 ans avant. Donc on est revenu à la case départ. Donc comment je réagis par rapport à ce spectacle? Eh bien, je vous dis, on est revenu à la case départ. Tout est à refaire, tout est à reprendre, sur de nouvelles bases. Et il faut inventer un scénario aussi futé que celui qu'avait élaboré le CRS dans les années 1960 pour penser un autre parti socialiste à travers l'alliance du Parti communiste, la conquête d'une majorité et l'alternance de 1980. Je crois que là, il faut aussi, si on se place toujours d'un point de vue de gauche, inventer un nouveau chemin, un nouveau scénario. Aujourd'hui, je ne serais pas capable de vous le décrire dans le détail, parce que j'ai quelques intuitions, une Europe des États. Je pense que les grands défis pour nous viennent du Sud et qu'il faut les penser longtemps à l'avance. Par exemple, le défi du terrorisme, comment est-ce qu'on peut le juguler? C'est un défi qui n'est pas seulement pour nous, mais qui traverse les pays musulmans, qui en sont les principales victimes. Comment dominer tous ces problèmes? Comment offrir au monde arabe et à l'Afrique un horizon de progrès? Ça, ce sont les grandes questions qui sont devant nous. Et en même temps, il faut éviter les surenchères dangereuses. Et par exemple, je vois avec regret que M. Fillon parle du totalitarisme islamique, alors qu'il faudrait parler du totalitarisme islamiste, ou même du salafisme, ou mieux encore, du terrorisme djihadiste. Mais éviter d'amalgamer tous les musulmans avec cette petite fraction terroriste qui n'est même pas l'entièreté du salafisme, mais seulement une fraction. Donc il faut essayer de freiner toutes ces surenchères et ces enfermements mortifères pour contrôler en quelque sorte
une histoire qui peut autrement devenir extrêmement dangereuse. Vous le sentez bien quand même, la société française est affrontée à des difficultés nouvelles. Et son vrai problème, il est l'intégration de ces jeunes issus de l'immigration, leur faire comprendre que leur avenir est en France et leur ouvrir toutes grandes les portes de la réussite, puis leur laisser aussi trouver par eux-mêmes les moyens d'une réussite spirituelle. Donc la République, par définition, elle admet la pluralité des choix, non seulement politiques, mais également religieux. Donc le combat contre le salafisme n'est pas un combat contre l'islam. Je pense qu'au contraire, il faut permettre à l'islam de résoudre ses propres problèmes, ses propres contradictions. Et c'est l'intérêt de tous les peuples musulmans, qui ne sont pas nos adversaires, ce sont nos voisins, et nous les connaissons depuis très longtemps. Et nous devons les aider à réussir leur mutation. Merci Monsieur Chevènement. Vos propos ont été très développés, mais je pense qu'on a encore le temps quand même pour une ou deux questions. Alors on va prendre, je vais jurer de partir à 7h moins quart. Donc on va prendre deux questions, puis ensuite, alors voilà, les deux mains qui se lèvent. Alors madame d'abord. En micro ou c'est bon? C'est bon là? Bonsoir Monsieur le Ministre. En 2002, Georges Bensoussan publiait Les territoires perdus de la République, où il soulignait le délitement de certains quartiers populaires face à la montée d'un islam politique. En 2016, donc, Bruno réitère ses propos dans Une France soumise, où justement on s'aperçoit qu'il y a une scission de plus en plus importante de ces jeunes dans les quartiers populaires. Et face à une impuissance, un déni, un aveuglement, un clientélisme, un électoralisme de la part de l'État, Monsieur Bensoussan est quand même assez pessimiste face à ce qui est en train de se passer. Vous, quelle est votre vision justement pour réconcilier, ou du moins pour freiner cette scission qui est de plus en plus prégnante et qu'on peut qualifier de fracture au sein de la société? Oui, Bensoussan a tiré l'attention sur un phénomène qui est malheureusement bien réel, qui est le délitement de nos banlieues, et dans une certaine mesure leur salafisation, c'est-à-dire le fait qu'une minorité a pris le parti d'une sorte de séparatisme identitaire, s'habille d'une certaine manière, kémise, l'hijab, enfin une manière de se tailler la barbe, etc. Et naturellement un système de valeurs qui paraît en opposition profonde avec les valeurs républicaines, notamment avec l'égalité homme-femme. Alors je ne suis pas partisan d'en rajouter. Je pense qu'il faut faire un travail de pédagogie. Ça devrait être le rôle de l'école, mais quand on voit ce qui se passe au lycée Sugère, on est évidemment très inquiet. Ça devrait être le rôle des syndicats et des partis. Malheureusement, les syndicats et les partis de gauche traditionnels ont disparu et ont laissé la place à des associations religieuses, pour la plupart d'entre elles. Alors, ce que j'ai imaginé à travers la Fondation pour l'Islam de France, c'est une politique de formation des imams, alors à titre profane, et il faudrait aussi s'en occuper sur le plan religieux, c'est le rôle de l'association cultuelle, de façon à avoir des ministres du culte qui soient à un niveau Bac plus 4, Bac plus 5, comme pour les autres religions. Aujourd'hui, vous savez, ce n'est pas le cas. Parce que est imam qui le veut, qui est admis comme tel. Hein, c'est une sorte d'autoproclamation. Enfin, bon, et je pense que la plupart, d'ailleurs, sont plutôt bien inspirés. Je dis la plupart, pas tous. Hein. Mais c'est un travail de longue haleine. La solution du problème, elle est dans la réindustrialisation du pays, dans une politique scolaire orientée différemment et, je dirais, moins laxiste que la politique suivie depuis 20 ans. C'est une révolution qui est à faire. Et ça suppose aussi que l'État
fasse son retour dans ces régions, ces départements ou ces communes, hein, où on a laissé la bride sur le cou à des responsables locaux qui sont souvent tributaires des votes organisés par telle ou telle association, tel quartier, etc. Donc qui sont en position de faiblesse pour résister. Or, il faudrait résister, non pas bêtement, mais pédagogiquement. Et à mon avis, ça passe surtout par une génération de jeunes qui prendront eux-mêmes en main leurs affaires. Et c'est pas seulement l'État qui est important. Et l'État peut apporter quand même un appui, un renfort. Mais nous sommes là en présence d'un des plus grands défis que la société française a devant elle. Bonjour Monsieur Chevènement. Ça fait longtemps que je m'intéresse à votre parcours et il y a un grand mystère que j'ai du mal à percer aujourd'hui par rapport à l'actualité politique française. Pour résumer, vous avez été contre Maastricht, vous n'êtes pas trop pour l'euro, c'est moins qu'on puisse dire. Vous êtes pour un rapprochement, un dialogue avec la Russie. Également, vous êtes connu pour être un étatiste, pour être un protectionniste modéré. Pour résumer, qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui d'adouber des personnes aujourd'hui comme par exemple Florian Philippot, qui disait vous soutenir d'ailleurs en 2002 comme Emmanuel Macron apparemment, bien que ce ne soit pas bien sûr votre parti politique. Est-ce que cette ligne, vous parlez tout à l'heure, c'est un grand livre, on est dans une nouvelle ère, un nouveau changement, au vu de l'élection présidentielle qui présage un duel entre Marine Le Pen et M. Macron, la fin du clivage entre guillemets droite-gauche pour un clivage mondialiste contre souverainiste, patriote, entre guillemets, est-ce que vous pourriez soutenir un autre parti, entre guillemets, plutôt une idée qui est un peu la vôtre depuis des années, parce que quand on écoute votre discours, si on met pas de nom, on pourrait se reconnaître dans le discours de M. Philippot, qui fait beaucoup dans la ligne du nouveau Front National, plus que M. Macron, qui est, je pense, d'après vos discours, qui est soutenu par tous les anciens de gauche, du centre, qui est on ne peut plus libéral aujourd'hui. Et donc, il va y avoir un choix de civilisation qui va être fait dans un mois à peu près. Est-ce que vous pourriez soutenir une ligne différente qui est pour moi plus proche de la vôtre quand je vois votre discours à travers le discours de M. Philippot entre parenthèses? Oui, d'abord, il ne faut pas se fier aux déclarations de M. Philippot. Je ne parle pas d'Emmanuel Macron, mais moi je n'ai jamais vu de mes comités de soutien, il n'a jamais adhéré dans aucune des organisations que je dirigeais. Alors, il est la figure présentable de Marine Le Pen. Et je ne peux quand même pas oublier qui est Marine Le Pen, d'où elle vient, quels sont les adhérents du Front National, et la pauvreté dramatique des équipes qu'elle a réunies autour d'elle. Je pense que ces victoires auraient un effet extraordinairement négatif, non seulement en Europe, mais aussi en Afrique, dans la zone francophone, dans le reste du monde. Je pense qu'il faut quand même distinguer le discours et puis la réalité. Or, je pense que l'action de Marine Le Pen aujourd'hui serait dramatique pour le pays. Je ne la crois pas probable. Je pense qu'il y a, comme on dit, un plafond de verre. Et il y a beaucoup de gens qui ressentent ce que je ressens, hein, qui aimeraient que des hommes politiques sérieux réfléchissent leur politique et qui pensent quand même qu'il y a un héritage à droite, à gauche, peut évoluer, mais qui n'évoluera que par le fait de secousses qui, effectivement, sont devant nous. Parce que dans l'hypothèse que vous dites, celle où Emmanuel Macron serait face à Marine Le Pen au deuxième tour, personne ne doute qu'Emmanuel Macron serait élu. Mais on ne sait pas comment vont se reporter les électeurs de François Fillon, qui sont de plus en plus radicalisés, et il suffit qu'il y ait un scandale. C'est un danger. C'est un danger, mais je crois que ce qu'on croit voir, c'est qu'un petit tiers se reporterait sur Marine Le Pen. Ce qu'on croit voir, j'en sais rien, moi je regarde aussi les sondages. On disait ça pour Trump.
Mais je parlais plutôt de votre ligne à vous, sur l'euro, sur le protectionnisme, etc., pas sur l'image globale de... Par rapport à votre discours, on ne pourrait pas croire que vous pourriez soutenir Emmanuel Macron, en fait. Vous avez raison, c'est difficile pour moi, mais au deuxième tour, s'il fallait choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, je choisirais Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que je pense que Emmanuel Macron lui-même a comme caractéristique de n'avoir pas de parti organisé. Donc, il me paraît peu probable qu'il ait une majorité cohérente dans la prochaine Assemblée. Parce que même s'ils avaient un petit signe en marche, ça ne voudrait rien dire, parce qu'il y a toutes sortes de gens dans ce conglomérat. Par conséquent, pour gouverner la France, il faut quand même avoir un logiciel, il faut avoir une structure, il faut avoir des hommes en qui on a confiance. Tout ceci n'existe pas non plus. Enfin, je dirais, je n'étais pas sur le même plan que je mets Emmanuel Macron, mais cette cohérence n'existe pas autour d'Emmanuel Macron. Donc on irait vers une assemblée qui serait difficile à gouverner, où il y aurait aussi des élus de droite, de gauche, du Front National, et des gens qui se diraient proches d'Emmanuel Macron, mais qui le seraient chacun à sa façon. Donc on entrerait dans une ère de combinaison, de recomposition, et je pense que la France va au-devant de graves secousses qui nous préoccupent, et il faudra à ce moment-là trouver les réponses adéquates. C'est à ce moment-là que, je pense, se situe le moment favorable pour moi, pour les idées que je défends. Autrement dit, je ne compte pas trop sur l'élection présidentielle. Je ne vous fais pas de recommandations. Je vous dis de vous déterminer en conscience pour ce qui vous paraît le meilleur pour la France, pour peut-être la reconquête de la souveraineté, peut-être pour le renouvellement de génération auquel il faudra bien se résoudre. Donc vous allez avoir à faire un choix relativiste. Et vous le ferez en âme et conscience sur notre groupe qui vote. Moi je m'interdis de vous donner aujourd'hui un conseil parce que je ne suis pas sûr de moi.